la nuit tombait, pesante et sombre, comme une couverture glaciale jetée sur le monde. Un orage violent éclata, lacérant le ciel de ses éclairs fulgurants, tandis que la pluie s'abattait avec rage sur le sol détrempé. Chaque goutte frappait la terre avec la force du désespoir, creusant de petites flaques d'eau trouble sur le sentier boueux qui serpentait jusqu'au vieux cimetière. L'atmosphère, lugubre et oppressante, semblait tirée d'un rêve oublié, ou d'un cauchemar ancien revenu hanter les vivants. Ce cimetière, abandonné depuis des décennies, se dressait à la lisière d'une forêt silencieuse. Peu osaient s'y aventurer, même en plein jour. Mais ce soir-là, un homme marchait à contre-courant du vent hurlant. Jacques, vieil homme au dos voûté mais à l'âme droite, y venait encore, de temps à autre, par pure bonté. Il entretenait les tombes oubliées, celles dont les noms s'effaçaient lentement sous la mousse et l'oubli. Malgré la pluie battante et le tonnerre grondant, Jacques avançait, tenant entre ses mains ridées une vieille lampe à huile dont la flamme tremblotante luttait contre l'obscurité. Chaque pas dans la boue semblait un effort surhumain, mais il continuait, poussé par une fidélité silencieuse envers ceux que plus personne ne pleurait. Alors qu'il atteignait une tombe reculée, dissimulée dans un coin perdu du cimetière, un bruit étrange le figea. Ce n'était pas le vent ni la pluie. C'était plus doux, plus fragile. Un gémissement. Une plainte étouffée, presque irréelle, comme le soupir d'une âme en peine. Il s'arrêta net, tendant l'oreille. Le son revint, plus distinct, plus humain. Un pleur. Faible. Brisé. Celui d'un enfant. Jacques sentit son cœur se serrer. Que faisait un enfant ici, dans ce lieu de silence et de mort? Il leva la lampe plus haut, scrutant l'obscurité. Et soudain, la lumière vacillante dévoila une tombe ancienne, envahie par les herbes folles et la mousse, presque effacée du monde. À ses pieds, recroquevillé dans un drap détrempé, gisait un nourrisson. À ses côtés, un petit chien, tremblant, ruisselant de pluie, le couvait du regard et du corps, tentant de le protéger de la morsure glaciale de la nuit. Jacques sentit ses jambes fléchir. Il se précipita, posa sa lampe, et s'agenouilla avec une infinie douceur. Le bébé était glacé, ses lèvres d'un violet inquiétant. Mais il respirait. Faiblement. Encore. Il souleva l'enfant avec précaution, comme on recueille une fleur tombée avant l'heure. Le tissu qui l'enveloppait, en lambeaux, laissait entrevoir une broderie étrange, une fleur à 5 pétales, au dessin singulier, qu'il ne reconnaissait pas. Un symbole inconnu. Sa gorge se noua. « Mon Dieu, qui a pu abandonner un enfant ici ?» murmura-t-il, la voix brisée. Le petit chien leva les yeux vers lui. Des yeux humides, brillants, emplis d'une supplique silencieuse. Il n'était pas là par hasard. Il avait veillé. Il avait protégé. Il suppliait maintenant Jacques de continuer. Le vieil homme n'hésita pas. Il ôta son manteau râpé et l'enroula autour du nourrisson, essayant de lui redonner un peu de chaleur. Puis, d'une main tremblante, il caressa le chien et le prit dans ses bras, avec l'enfant. Son corps était fatigué, mais ce soir, il irait jusqu'au bout. Il ne laisserait pas ces âmes-là. Le retour fut lent, presque pénible, mais son esprit bouillonnait. Qui avait fait cela? Pourquoi? Et ce chien, d'où venait-il? Quelle histoire portait-il en lui? L'orage faisait toujours rage, mais dans le cœur de Jacques, une flamme s'était allumée. Il ne savait pas encore pourquoi, mais il sentait que cette nuit-là, sa vie venait de changer. Une fois rentré, il alluma un feu, sécha le bébé, frictionna ses petites mains, puis l'enveloppa dans des couvertures. Le nourrisson pleura. Un cri plus fort, plus vivant. Le chien, blotti près de la cheminée, ne le quittait pas des yeux. Une vigilance instinctive. Jacques les regarda, bouleversé. « À partir d'aujourd'hui, vous serez ma famille », murmura-t-il, comme une promesse au-delà du vent et du temps. La pluie se calma peu à peu. Le feu dansait dans l'âtre. Le chien s'installa près du berceau improvisé, un vieux tiroir garni de couvertures. Le bébé dormit. Mais Jacques, lui, ne trouva pas le sommeil. Le symbole brodé sur le drap revenait hanter ses pensées, comme un message oublié. Au matin, après la tempête, un rayon de soleil traversa la fenêtre. Jacques ouvrit doucement les volets. Dans la lumière, tout semblait différent. Apaisé. Le chien dormait, roulé en boule, au pied du berceau. Le nourrisson reposait, ses joues déjà plus roses. Le vieil homme, silencieux, les observait. Sa maison, autrefois froide, semblait vibrer d'une chaleur nouvelle.
Il s'assit, un bol de bouillie à la main, et sourit. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un but. Un appel. Un lien plus fort que la solitude. Il choisit un prénom. Isabelle. En hommage à la lumière qui avait pénétré sa maison cette nuit-là, et au miracle de leur rencontre. Le petit chien, quant à lui, devint Fifi, en raison de son pelage clair qui, malgré la pluie et la boue, conservait de fines teintes dorées. Fifi s'attacha à Isabelle avec une fidélité farouche. Quand elle pleurait, il aboyait. Quand elle dormait, il restait près du berceau, le museau posé sur le bois. Parfois, il poussait doucement le berceau du museau, comme pour l'apaiser. Jacques n'en revenait pas. Ce chien comprenait, ressentait, veillait. Un jour, alors qu'il était dehors, il entendit Fifi aboyer furieusement. Il accourut, découvrant Isabelle pleurant à chaudes larmes. Grâce à Fifi, il était revenu à temps. Son attachement à l'animal grandit encore. Il n'était plus un simple compagnon. Il était le gardien d'un mystère, le protecteur d'un destin. Quelques semaines plus tard, Jacques ressortit le tissu qui avait enveloppé Isabelle. Le drap était usé, mais dans un coin, la broderie ressortait avec plus de clarté, une fleur à 5 pétales, et juste en dessous, des lettres effacées par le temps. Il fronça les sourcils. Cela ressemblait étrangement au prénom. Isabelle. Une simple coïncidence? Des souvenirs lui revinrent. Des rumeurs au village, quelques mois plus tôt. Une famille riche d'une ville voisine avait perdu un nouveau-né, dans des circonstances troubles. L'affaire avait été étouffée. Aucune suite. Mais à présent, le doute s'insinuait. Jacques pensa à enquêter. Peut-être retrouverait-il la famille d'origine d'Isabelle. Peut-être aurait-elle une autre vie. Une vraie maison, de l'avenir. Mais une angoisse sourde le tirailla. Et si ces gens n'étaient pas dignes? Et si l'abandon avait été volontaire? Et si, en la rendant, il la condamnait? Pendant ce temps, il observa un comportement étrange chez Fifi. Chaque fois qu'il touchait le tissu, le chien aboyait doucement, le fixant d'un regard inquiet. Parfois, il restait planté devant la porte, les yeux rivés vers l'extérieur, comme s'il attendait, ou redoutait une présence invisible. Jacques comprit peu à peu que Fifi portait en lui une mémoire. Peut-être était-il le témoin de quelque chose que personne n'avait vu. Peut-être était-il là depuis le début, depuis la tragédie. Et son instinct protecteur, son intelligence, venaient d'un lien plus ancien que cette nuit d'orage. Un lien sacré. Un pacte muet entre une vie innocente et un animal fidèle. Et dans cette maison, à la lisière de la forêt, entre les souvenirs d'un passé brumeux et les promesses d'un avenir incertain, une nouvelle famille s'était formée. Une famille née de l'abandon, de la pluie, et du miracle silencieux de l'amour. Alors que la nuit s'étirait paisiblement, enveloppant la maisonnette de son silence rassurant, Jacques dormait profondément. Mais son sommeil fut brutalement interrompu par les aboiements pressants de Fifi. Le petit chien, habituellement calme, se tenait raide devant la porte d'entrée, les oreilles dressées, le regard braqué vers l'obscurité de la forêt avec une intensité presque surnaturelle. Intrigué, Jacques ouvrit doucement la porte pour jeter un coup d'œil au dehors. Rien. Rien que la pénombre dense des arbres, cette obscurité compacte et silencieuse qui avalait tout. Il referma alors la porte, le cœur alourdi par une sensation diffuse de malaise. Il avait la certitude qu'un trouble invisible flottait autour d'eux. Les jours passèrent néanmoins, et la routine reprit doucement son cours. Jacques continua à s'occuper de la petite Isabelle, l'enfant qu'il avait trouvée un matin brumeux au cœur du vieux cimetière. Chaque jour, il la promenait autour de la maison, lui racontant des histoires farfelues, des contes peuplés de créatures bienveillantes. Fifi, fidèle et protecteur, ne quittait jamais l'enfant d'une semelle, comme s'il sentait qu'un danger invisible rôdait toujours. Mais au fond de lui, Jacques ne parvenait pas à faire taire les interrogations qui le rongeaient. Qui avait pu abandonner ce nourrisson dans un lieu aussi lugubre? Pourquoi Fifi, habituellement joueur et paisible, réagissait-il si violemment à tout ce qui semblait entourer l'enfant? Quel mystère se cachait derrière cette étoffe brodée d'une fleur à 5 pétales, retrouvée enroulée autour du bébé? Finalement, Jacques prit une décision. Il ne pouvait plus vivre avec tant de doutes. Il entreprendrait un voyage vers la ville pour enquêter. Là-bas, il espérait percer le secret de cette mystérieuse filiation dont les rumeurs évoquaient une famille aisée, marquée par la perte d'un nourrisson. Même s'il savait que cette quête risquait de bouleverser leur quotidien, il lui fallait connaître la vérité. C'était son devoir envers Isabelle.
Aux premières lueurs de l'aube, Jacques s'équipa avec soin. Il enroula l'étoffe brodée autour de son cou, comme un indice précieux. Il installa Isabelle dans un panier protégé fixé sur son vieux vélo et y plaça aussi Fifi, toujours vigilant. Le chemin vers la ville, long et éprouvant, ne lui faisait pas peur. Il sentait que cette journée allait marquer un tournant. Il l'ignorait encore, mais elle scellerait à jamais le destin de chacun d'eux. Arrivé en ville après plusieurs heures d'efforts, Jacques interrogea les passants, cherchant des informations sur cette famille fortunée qui avait, disait-on, perdu un enfant. Il finit par localiser un imposant manoir, au cœur d'un quartier cossu. Devant le portail de fer noir, solidement verrouillé, il sentit son cœur se serrer. Tenant Isabelle contre lui et Fifi en laisse, il appuya sur la sonnette. Une femme élégante, d'un certain âge, ouvrit. Son regard inquisiteur balaya Jacques de la tête aux pieds. Elle s'exprima d'une voix glaciale. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Jacques, prudent, sortit l'étoffe brodée et répondit avec calme. « J'ai trouvé cet enfant dans un cimetière, enveloppé dans ce tissu. J'ai entendu parler de votre famille, de votre perte. Je suis venu pour savoir si cet enfant pourrait être le vôtre. » À la vue de l'étoffe, les yeux de la femme s'écarquillèrent. Sa main trembla. Sans un mot, elle fit appeler son mari. L'homme arriva précipitamment, et dès qu'il aperçut le tissu, il s'en empara presque avec violence. Le couple échangea un regard bouleversé, puis des larmes coulèrent sur leurs joues. « C'est bien lui, » balbutia le père. « C'est le tissu qui appartenait à notre fils. » Mais Jacques sentit que quelque chose clochait. Un détail lui échappait. La joie du couple semblait fabriquée. Dans leur regard, il percevait une lueur étrange, une ombre, une peur plus qu'un bonheur sincère. Fifi, lui, grognait sourdement, les poils hérissés, se plaçant instinctivement entre Isabelle et le couple, comme pour la protéger. « Merci d'avoir sauvé notre fils, » dit la femme d'un ton mielleux. « Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Nous vous offrirons tout ce que vous voudrez. Pouvez-vous nous le confier? Il est à nous. Nous prendrons soin de lui comme personne. » Jacques n'eut pas le temps de répondre. Fifi bondit devant lui, aboyant furieusement, interdisant tout rapprochement. Jacques, troublé, recula, serrant Isabelle contre sa poitrine. Ce chien ne s'était jamais trompé sur les intentions des gens. Soudain, une jeune domestique s'approcha discrètement. Elle le saisit par le bras et l'entraîna à l'écart. « Ne leur donnez pas l'enfant, » supplia-t-elle. « J'ai surpris une conversation. Ce bébé n'est pas leur fils. Il est né d'une liaison entre le maître et une autre femme. Quand l'épouse l'a appris, elle a exigé qu'il se débarrasse du nourrisson pour protéger l'honneur de la famille. » Jacques resta figé. Ils l'ont abandonné dans ce cimetière. Mais ils ont ensuite compris qu'ils pourraient revendiquer l'héritage. Ils veulent aujourd'hui le récupérer, non pas par amour, mais pour enterrer leur secret. Croyez-moi, vous ne devez pas les écouter. Ces révélations glacèrent le sang de Jacques. Il tourna une dernière fois les yeux vers le couple qui les observait au loin, et ne vit plus que deux visages dissimulant une vérité honteuse. Fifi, inflexible, restait postée près d'Isabelle. Sans un mot, Jacques tourna les talons et quitta les lieux. Ils appelèrent derrière lui, mais il n'écouta pas. Sa décision était prise. Jamais il ne leur confierait l'enfant. Sa seule priorité désormais, protéger Isabelle et découvrir toute la vérité. De retour chez lui, l'esprit en ébullition, Jacques ne trouvait pas le repos. Le mystère de l'étoffe, les secrets de cette famille, la fidélité farouche de Fifi. Tout cela formait un puzzle encore incomplet. Mais à peine une semaine plus tard, une visite inattendue survint. Le couple riche se présenta devant sa porte, les bras chargés de cadeaux, leur visage affichant de faux sourires. « Jacques, » dit la femme avec une douceur feinte, « nous vous remercions pour ce que vous avez fait. Nous avons longuement réfléchi. Cet enfant mérite une vie meilleure, un foyer confortable. Laissez-le revenir avec nous. » À peine avait-elle terminé sa phrase que Fifi bondit en avant, grognant férocement, les crocs découverts. Il se posta devant Isabelle, refusant catégoriquement qu'on l'approche. Jacques le comprit, pour le petit chien, cette maison était un sanctuaire. Et personne ne viendrait lui arracher l'enfant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » répondit Jacques calmement. « Cet enfant a déjà été rejeté une fois. Je ne laisserai personne lui faire du mal à nouveau. » Le mari afficha un sourire tendu, mais une lueur d'agacement trahit ses véritables intentions.
Ils partirent, mais Jacques savait qu'ils reviendraient. Ils n'abandonneraient pas si facilement. Cette nuit-là, alors que tout semblait paisible, un aboiement furieux de Fifi réveilla Jacques en sursaut. Le cœur battant, il courut jusqu'à la fenêtre. Une silhouette rôdait près de la maison. Il n'hésita pas. Il prit Isabelle dans ses bras et se réfugia dans un coin sombre. Fifi, lui, jaillit dehors comme une flèche. Des aboiements féroces, un tumulte de lutte, puis la silhouette s'enfuit dans l'obscurité. Lorsque Jacques ralluma la lumière, il découvrit que quelqu'un avait tenté de forcer l'entrée. Sur le seuil, Fifi, haletant, une patte ensanglantée, fixait l'horizon. Il n'avait pas failli. Jacques comprit alors. Ce n'était pas un simple hasard, ni un acte de charité. Il était désormais le gardien d'un secret, d'une vie, d'une vérité que certains voulaient effacer. Mais tant qu'il respirerait, tant qu'il tiendrait Isabelle contre lui, aucun mensonge ne triompherait de l'amour. Le lendemain matin, poussé par une détermination nouvelle, Jacques se rendit chez le vétérinaire pour soigner la blessure de Fifi. Tandis que le praticien nettoyait minutieusement le pelage du petit chien, Jacques remarqua quelque chose d'étrange, un collier dissimulé sous les poils épais. Le cuir était usé par le temps, mais une inscription gravée restait lisible, « Fifi, protecteur d'Isabelle ». Cette simple phrase bouleversa Jacques. Fifi n'était donc pas un chien errant comme il l'avait toujours cru. Il avait été confié à Isabelle, placé là intentionnellement pour veiller sur elle. Cela expliquait tout, la fidélité du chien, son instinct protecteur, sa présence constante aux côtés de la fillette abandonnée dans ce cimetière. De retour chez lui, Jacques rassembla mentalement les pièces du puzzle. Il comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un sauvetage anodin, mais d'une histoire bien plus complexe. Isabelle n'était pas un simple enfant abandonné. Quelqu'un, probablement sa mère biologique, avait tout orchestré, le tissu laissé en indice, la présence de Fifi, et même l'endroit du dépôt, éloigné mais non inaccessible à ceux qui veillaient de loin. Grâce à un ancien employé de la mairie, Jacques fit une découverte troublante. La famille riche qui prétendait rechercher Isabelle n'était motivée ni par l'amour ni par le remords. En réalité, elle traversait une crise financière profonde. Le grand-père, récemment décédé, avait laissé un immense héritage. Mais selon les clauses strictes de son testament, seuls les descendants biologiques pouvaient prétendre à la fortune. Autrefois, ce même couple avait rejeté Isabelle, fruit d'une liaison illégitime, source de honte et de scandale. Mais désormais, face à la perspective de tout perdre, il tentait de la récupérer. Non par amour, mais par pur intérêt. Écœuré par cette manipulation cynique, Jacques jura qu'il ne remettrait jamais Isabelle entre leurs mains. Il pensa un instant à prévenir la police, mais il manquait de preuves concrètes. Seule une certitude le guidait, la meilleure protection pour l'enfant résidait dans sa propre vigilance et l'amour indéfectible que Fifi et lui portaient. Ce soir-là, près du feu, il tenait tendrement Isabelle contre lui. Le regard de l'enfant, limpide et confiant, plongeait dans le sien avec une douceur désarmante. Fifi, fidèle comme toujours, s'était blottie contre eux, les yeux rivés vers la fenêtre, à l'affût du moindre danger. D'une voix émue, Jacques murmura, « Je ne sais pas d'où tu viens, mon trésor, mais tu es un cadeau. Et quoi qu'il arrive, je te protégerai. » La nuit tomba, pesante. Depuis quelques jours déjà, Jacques avait remarqué des inconnus rôdant dans les environs du village. Des hommes au regard méfiant, inspectant les alentours comme s'ils cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. Il comprit alors, la famille avait perdu patience. Ils étaient prêts à tout pour récupérer Isabelle, quitte à employer des moyens douteux. Avant de se coucher, Jacques verrouilla toutes les portes et fenêtres. Il installa Isabelle dans la pièce la plus reculée de la maison. Fifi prit position devant la porte, alerte, les oreilles dressées. Aux alentours de minuit, un bruit sec le réveilla. Il se redressa brusquement, le cœur battant. Deux silhouettes s'approchaient de la fenêtre. Un grand sac à la main. Avant même que Jacques ne réagisse, Fifi bondit. Ses aboiements féroces déchirèrent le silence. Il s'élança sans hésiter sur l'un des intrus, le mordant avec acharnement au bras. L'homme hurla de douleur et lâcha son sac. L'autre homme tenta de le frapper avec une barre de fer. « Ne lui faites pas de mal », cria Jacques, en attrapant une chaise pour se défendre. Le vacarme alerta les voisins. Les lumières des maisons voisines s'allumèrent les unes après les autres, et des voix inquiètes s'élevèrent. Sentant qu'ils allaient être découverts, les deux agresseurs prirent la fuite, abandonnant leur mission. Jacques se précipita vers Fifi, gisant sur le sol,
une large plaie à l'épaule. Le sang coulait lentement. Le cœur en miettes, les larmes aux yeux, Jacques le souleva délicatement. Le chien ouvrit légèrement les yeux. Son regard se posa sur Isabelle, puis se ferma à nouveau, comme pour dire « tout va bien maintenant ». Heureusement, la blessure de Fifi, bien que sérieuse, n'était pas mortelle. Grâce à l'entraide du village, Jacques parvint à le faire soigner à temps. Le petit chien courageux fut sauvé, au soulagement général. Rapidement, l'histoire fit le tour du village. Chacun fut ému par la bravoure de Fifi, par l'amour inébranlable de Jacques, et par l'innocence lumineuse d'Isabelle. Le lendemain, la police fut informée du cambriolage. L'enquête fut rapide. Les deux hommes furent retrouvés et arrêtés. Ils avouèrent tout. L'un d'eux confessa avoir été engagé par la famille riche, non pour récupérer une enfant aimée, mais pour mettre la main sur un héritage considérable. Les enquêteurs découvrirent également la vérité sur la naissance d'Isabelle, cet enfant né d'un adultère, abandonné par honte, puis recherché par cupidité. Convoqués, les membres du couple n'eurent plus d'échappatoire. L'épouse, glaciale, déclara sans trembler « Je n'ai jamais vu cet enfant comme la mienne. Elle n'a été qu'un fardeau, puis un moyen. » Cette déclaration finit de convaincre les autorités, ces gens n'étaient pas dignes d'être parents. Après délibération, la garde d'Isabelle fut officiellement confiée à Jacques. La famille fortunée perdit définitivement ses droits. Isabelle ne leur appartenait plus. Elle n'était plus un poids, ni un instrument. Elle était simplement aimée. Au fil des semaines, le village tout entier se mobilisa pour soutenir Jacques. Chacun apportait un peu de temps, un vêtement, un livre, un sourire. Isabelle, jadis abandonnée, devenait peu à peu le cœur battant d'un foyer tissé de tendresse. Fifi, remis de sa blessure, reprit son rôle avec un sérieux attendrissant. À chaque pas incertain d'Isabelle, il se tenait là, protecteur, compagnon, frère à quatre pattes. Les liens entre eux se renforçaient jour après jour. Un après-midi, alors que le soleil descendait doucement à l'horizon, Jacques s'assit sur le seuil de la maison. Devant lui, Isabelle riait, courant après Fifi qui aboyait joyeusement. Un éclat de lumière dorée baignait la scène d'une douce chaleur. Jacques sentit son cœur se gonfler. Malgré les épreuves, malgré les douleurs passées, il savait qu'il avait trouvé la richesse la plus précieuse, l'amour vrai. Il caressa le pelage doux de Fifi et murmura, ému, « Grâce à toi, cette famille est complète. Merci, mon ami. » Au loin, les rires d'enfants et les aboiements joyeux montaient dans l'air du soir, comme une mélodie d'espérance. Cette histoire, marquée par le courage, la fidélité et l'amour inconditionnel, touchait à sa fin, mais la vie, elle, ne faisait que commencer. Et dans ce petit village, on se souvenait que parfois, les héros ne portent ni cape ni couronne. Parfois, ce sont des hommes simples, un enfant au regard pur et un petit chien au cœur immense.